Coucou Cécine, ah 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 ah. Donc aujourd'hui, la vidéo des films que j'ai découverts pendant ce premier mois de l'année 2025. On va commencer tout de suite par ma première séance, ça a été Conclave. Tout d'abord, je pense que Conclave, c'est un film réservé à un certain public, car il ne plaira pas à tout le monde, car c'est très contemplatif avec uniquement des discussions pendant 2 heures. Grâce à ce film, j'ai appris ce qu'était le conclave que je ne connaissais pas. C'est porté par un excellent casting avec une mise en scène excellente et une utilisation de la musique millimétrée. Nous sommes face à un film dont l'expérience en salle est unique, une œuvre qui nous entraîne dans l'une des élections les plus importantes, et comme partout, ça fait ressortir le vice et la soif de pouvoir. Une œuvre qui risque de rencontrer de nombreux prix durant la période des récompenses. C'était un excellent moment. Supernatural Activity, from no one of the creator of Scary Movie, par aucun des créateurs de Scary Movie. Vu la qualité du film, on s'en serait douté. On se rend pas compte, mais il y a beaucoup plus de parodies que ce qu'on pourrait le croire, et souvent c'est bien naze. Là, c'est une parodie de Paranormal Activity principalement, et aussi d'autres films similaires, avec une blague sur les personnages de The Office. Comme toujours, c'est des blagues bof, des proutes, des gens qui se prennent des trucs dans la tranche, c'est surjoué et tourné sans aucun budget, à un tel point que l'équipe de télévision que l'on suit n'a son logo que sur un seul côté de la voiture, et on voit que c'est juste un autocollant collé sur la portière. C'est pas bien, mais j'ai pas passé un mauvais moment. En fait, c'est risible tant c'est stupide et mal fichu. Un ours dans le Jura, alors ça pour le coup c'était vraiment une très très bonne surprise, je m'attendais pas du tout à ça, surtout que c'est un film de et avec Franck Dubosc. C'est une comédie noire qui va fondre en son délire. Pour ma part, Un ours dans le Jura, c'est une réussite totale. Un humour noir maîtrisé, un côté trash surprenant et des personnages très bien développés. Pendant 2 heures, nous plongeons dans un enchaînement de circonstances efficaces et très étonnant. Un film qu'il faudrait montrer à ceux qui disent « Ouais, gna gna gna, le cinéma français, c'est toujours les mêmes films ». Celui-ci, je pense que vous ne vous y attendrez pas. Niveau réalisation, Franck Dubosc fait un très bon travail et nous avons la chance de pouvoir voir de beaux décors enneigés dans les montagnes françaises. Vertige, excellente surprise, gros coup de cœur. Gare au prochain qui me dira que les Français ne savent pas faire d'horreur. Vertige, c'est un détour mortel à la française. Un slasher qui débute comme un simple survival dans la nature pour prendre une toute autre tournure. Vraiment surprenante, le casting est sympathique, les personnages sont attachants et les morts ont un impact sur le spectateur. J'aime beaucoup le troisième acte qui, comme dans pas mal d'œuvres similaires, tourne au film d'action horrifique avec beaucoup de rebondissements et un rythme qui s'accentue fortement jusqu'au final. Un film que je prendrai vraiment plaisir à revoir et plaisir à faire découvrir à d'autres personnes. Forcément, 2024 ne m'a pas suffi à avoir regardé trop de films nazes, du coup j'ai décidé de regarder Mega Shark vs Octopus. Je pensais que celui-ci serait amusant, mais c'est un des plus mauvais films que j'ai vu dans ce genre de production. Ça dure 1h20, c'est interminable, énormément de blabla avec des décors plus vides que jamais. On voit qu'ils sont toujours au même endroit avec un éclairage différent, le casting est inefficace et concernant les deux monstres, c'est un gros ratage. Ces deux créatures qui s'affrontent, qui attaquent des gens, ça aurait pu être fun, sauf que c'est insignifiant et même pas amusant. À un moment, la pieuvre attaque une plateforme pétrolière où les gens se secouent eux-mêmes et la caméra tremble pour faire genre qu'il y a un effet de secousse. Le seul moment un peu stylé du film, c'est quand le requin saute pour attraper l'avion. Pendant 2 secondes, on se dit « Oh, pas mal !» Puis quand on voit la chute du ciel jusque dans l'océan, on se dit « Ah, en fait non, c'est tout naze. Peut-être que les suites seront meilleures. » Enfin non, peut-être qu'elles seront moins pires. Dans la brume, excellente surprise, les films catastrophes. C'est un genre que j'adore. Et quand les Français osent, ça donne envie. C'est un film vraiment efficace, avec un concept simple, un casting au top, avec Romain Duris et le DiCaprio français, qui a une carrière riche avec des choix toujours différents, une plongée angoissante dans un Paris embrumé avec une course contre la montre et la mort effrénée. Ça dure 1h25, pas besoin de plus, c'est maîtrisé et captivant dès les premières minutes. Storm Warning ou Insane, je sais pas si ce film est connu auprès des fans d'horreur, mais c'est une petite pépite du DTV. Un scénario simple, même classique, avec une exécution grandement efficace. Un couple de citadins face à des rednecks dérangeants, ce qui pose un malaise pendant le visionnage. C'est bien gore et inventif avec des rebondissements. On suit des personnages attachants que l'on veut voir survivre. J'ai passé un très bon moment. Leurs enfants après eux, pour moi c'est un film choc. C'est un excellent film. Je m'attendais pas à ça venant de cette œuvre car on est sur un quasi chef-d'œuvre. Je ne connais pas le livre qui l'adapte donc je ne pourrais pas faire de comparaison. C'est un drame déchirant, touchant. Un film qui nous fait passer par beaucoup d'émotions, abordant des thèmes très sensibles, avec énormément d'intensité comme le racisme, les parents virulents, la vengeance et l'amour à sens unique. Il faut être préparé émotionnellement avant de le voir car on passe par toutes les émotions. Niveau casting, c'est exceptionnel. Dire que Gilles Lelouch est excellent, c'est un pléonasme, mais il surprend à chaque fois. Paul Kircher qui nous a surpris dans Le règne animal est juste brillant, et Saïd El Alami, que je ne connaissais pas, est lui aussi magistral dans son rôle. Dans certaines scènes, la tension est plus que palpable. Le seul point que je trouve dommage dans le film, c'est qu'il tire énormément en longueur. Chacun des différents actes est étiré, et ce n'est pas toujours nécessaire, mais à part ça, c'était un très grand moment de cinéma. Animal, j'ai eu la chance de voir ce film au cinéma, et c'est cool parce que c'est un film de genre français, en plus de ça, très qualitatif. En voyant la bande-annonce, je me demandais bien ce que ça pouvait être. Je me suis fait une théorie qui s'est avérée vraie. Nous sommes face à un film complètement réussi. La réalisation est exemplaire, on ressent une grande inspiration du western, avec des plans sublimes. Niveau casting, c'est bluffant de naturel, personne ne joue, c'est comme si on regardait un documentaire tant on y croit, et que l'immersion dans ce monde est bien faite, entre la ferme et les courses camarguaises. Niveau horreur,
la tension est prenante. On se demande qui sera le prochain. Il y a un côté très visuel graphique sur les morts qui sont bien crades. Le final est assez fou et nous laisse sans voix. Kraven le chasseur, j'avais un minimum d'espoir donc j'ai été déçu. Décidément quand ça veut pas, ça veut pas. Le saut des Spider-Man Universe, c'est ni fait ni à faire et finalement Morbius était très bien. Kraven c'est moins naze que les Venom mais aussi naze que Madame Web. Tout d'abord j'ai une théorie sur le film, notamment sur ses conditions de sortie en France. À la base il était interdit aux moins de 12 ans et je pense que pour essayer de sauver les meubles vu le flop du film, ils ont fait des modifications pour que le côté violent et gore soit finalement très léger. Il n'y a aucun développement de personnage, rien ne fonctionne, ce n'est pas prenant. J'ai vraiment subi ma séance et les enjeux n'ont aucune importance pour le spectateur, c'est-à-dire que c'est tellement vide que ce qui devrait nous impliquer dans le récit finalement on se dit ok, soit. Aaron Taylor Johnson livre pour moi la pire prestation de sa carrière et Russell Crowe n'est pas loin derrière lui. Les Razzie Awards vont se régaler cette année. Visuellement ce n'est pas bien non plus, il va falloir arrêter de prendre les gens pour des idiots. Avec des scènes d'action saccadées au visuel trouble, c'est honteux de nous proposer ça. Kraven, je l'ai vu une fois et pour le coup, ça m'a suffi. Criminal Squad, Pantera. J'ai vu le premier opus peu de temps après sa sortie, mais je n'en ai aucun souvenir, à part que j'avais plutôt bien apprécié. 7 ans après, nous avons droit à une suite qui est pour moi complètement inégale. J.R. Butler est lui aussi en route pour les Razzie Awards, ça c'est sûr. Le film dure un peu plus de 2 heures et la première heure est mauvaise. Butler n'a jamais joué aussi mal, c'est cliché, vide, avec des blagues ou même des scènes qui étaient clairement dispensable. Si le film faisait 30 minutes de moins, ça aurait été mieux. La seconde partie, quant à elle, est vraiment très bonne. Ça devient un bon film de braquage. Le suspense monte, la tension se ressent, c'est prenant, avec des rebondissements efficaces. Le tout dans une mise en scène maîtrisée. C'est dommage que ce soit si inégal, car on aurait pu avoir un très bon film de braquage. Stag Knight, ça paraît fou, ou pas, mais c'est un slasher dans lequel il y a Scott Adkins au casting et c'est cool de le voir ailleurs que dans des films d'action qui se ressemblent tous. Stag Knight, c'est un slasher plutôt agréable dans le métro new-yorkais, avec un groupe de personnages clichés et des antagonistes qui auraient pu être marquants. Le problème avec le film, c'est le montage et la réalisation qui sont indigestes. Dans chaque scène d'action, la caméra tremble et se secoue dans tous les sens, on ne comprend rien à ce qui se passe, donc ça gâche en partie le film. Ce qui le sauve, c'est le casting et les quelques effets gore, ainsi que le côté angoissant et brutal du groupe de tueurs. On passe quand même un moment agréable malgré des défauts regrettables. Blackwater, Van Damme et Lundgren dans un sous-marin et ça fait pam-pam pendant 1h40. C'est du pur DTV bien naze et oubliable, 2 icônes de l'action, un scénario vide, des coups de feu et des coups de poing. C'est tout ce qu'il y a dans ce film. Les décors se ressemblent tous, après on est dans un sous-marin, mais bon là ça fait plus, même font tourner sous différents angles. Finalement ça raconte pas grand-chose et on s'ennuie très rapidement. Ghosted. Décrire ce film est simple. Blockbuster oubliable, 2 points et c'est tout. Un film Apple TV qui est sorti dans l'indifférence la plus totale et qui est tombé dans l'oubli dans la seconde où il est sorti. Je n'irai pas jusqu'à dire que les nominations Razzie Awards sont méritées, mais on n'en est pas loin. Les 2 têtes d'affiche ne jouent pas comme ils devraient, Ana de Armas surjoue et le rendu n'est pas bon, alors qu'elle nous a déjà bluffé de nombreuses fois, et Chris Evans est sous-estimé en termes d'acting. Dans le film Marie, il livre une très belle prestation, et là c'est comme dans la plupart des films dans lesquels il a joué depuis Avengers 4, très peu convaincant. Les avalanches de caméos, c'est également une mauvaise idée, c'est toujours mauvais signe. Ça dure presque 2 heures, ça devient assez lourd au bout d'environ 40 minutes, je n'ai pas passé un très bon moment. Time Cut. Copier-coller du Super Naze Totally Killer, c'est quasiment la même histoire avec des actrices qui cartonnent dans des séries de plateformes, et ça va jusqu'au masque du tueur. Pour la promotion de Time Cut, ils ont joué à fond sur le fait que ça se déroulait dans les années 2000 avec les tenues vestimentaires, les MP3 et j'en passe. Sauf que le réel impact de cette époque sur le film, c'est ça se passe dans les années 2000, point. Ils ne se servent pas vraiment de cet aspect, les personnages sont clichés, pas très intéressants. On sent qu'ils ont fait un film qui devait rester tout public car les scènes d'horreur et de meurtre sont très légères, comme le ton général du film, mais quand on décide de faire un meurtre en mettant la tête de quelqu'un dans un escalator, c'est pas pour faire du hors-champ. Dans son ensemble, on passe pas un mauvais moment, et je dirais même que le twist m'a surpris, mais hormis ça, c'est entièrement oubliable, et d'ailleurs, tout le monde l'a déjà oublié. Pinocchio, le remake live action. Après avoir vu ce film, j'ai réalisé quelque chose. Pour regarder des remakes Disney, il faut être complètement débile. Et malgré ça, je vais quand même continuer à les regarder, parce que, pourquoi pas. Pinocchio de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, c'était un cauchemar interminable. La copie conforme du film original, sans saveur, avec des fonds verts visibles et certains effets spéciaux honteux. Niveau écriture, c'est trop caricatural et pas subtil du tout. Les musiques, c'est pareil, totalement dispensable. Refaire les mêmes films à moins bien, Asylum s'en charge déjà, et au moins, chez eux, c'est drôle. Le Jardinier, le mois de janvier vient à peine de se terminer et nous avons déjà l'un des pires films de 2025. Van Damme et Michael Youn sur le papier ça aurait pu être intéressant et finalement c'était 1h40 absolument désastreuse. Ça reprend le schéma ultra classique d'un DTV d'action avec un endroit assez grand et des assaillants. Le côté gore était très étonnant, tout comme de voir Studio Daniel se faire égorger. Le banner en méchant je suis pas convaincu. Ragnar le Breton, pas fan du gars à la base, les noirs, les femmes c'est bon on a fait le tour. Et Caris, j'avais deviné le twist de son personnage au bout de 30 minutes de cauchemar.
Niveau casting, c'est franchement dommage de voir Michael Youn, qui est un mec qui a du talent, jouer aussi mal. Et la blague de le mettre en allemand, c'était pas très drôle. Dans les 11 commandements, ni dans BDE. Et là, c'est ridicule. La réalisation est plate, les scènes d'action sont d'une mollesse. Et cette maison, filmée probablement entièrement en studio avec des fonds verts honteux, c'est un nom aussi. Une chose est sûre, c'est déjà un des pires films que j'aurais vu en 2025. Night Swim. Bon, pour ce film-là, je sais pas si les critiques ont abusé, ou si je m'attendais à une telle abomination que finalement je me dis que ça va. C'est mauvais, mais on a sûrement tous vu pire. Je crois que c'est adapté d'un court-métrage. L'idée d'une piscine hantée en court-métrage, ça peut être efficace. Mais en long-métrage, c'est juste un téléfilm du dimanche après-midi sur M6 oubliable devant lequel on s'endort. Il n'y a pas d'ambiance, c'est pas captivant et les scènes horrifiques ne parviennent pas à avoir l'effet souhaité sur le spectateur. Le seul point positif du film, ce sont les personnages qui sont attachants et pas désagréables à suivre. Mais l'investissement émotionnel n'est pas assez fort pour que l'on ait peur pour eux. Personnellement, je suis un gros fan de Blumhouse, leurs films d'horreur à concept simple m'intéressent presque à chaque fois, mais cette fois-ci, je n'ai pas été convaincu. Purple Heart. Mon ressenti avec les films Netflix, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. Quand je les trouve mauvais, je subis mon visionnage, mais quand je les aime, je me régale. Et ils me marquent réellement. Ou Nos cœurs meurtris, ce n'est pas adapté d'un roman de Nicholas Sparks, mais ça en a tout l'air. C'est une histoire d'amour qui débute pour les mauvaises raisons. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, et vice-versa. Nicolas Galitzine et Sofia Carson ont une alchimie complètement folle, on tombe amoureux d'eux, et en même temps que, on plonge durant ces 2 heures dans ce drame. Sofia Carson est une excellente actrice et une excellente chanteuse. Rachel Zegler devrait prendre exemple. Musicalement, la BO est excellente, en parfaite harmonie avec le récit. C'est un film dans l'ensemble cliché, on connaît déjà la fin quand on le commence, car dans ce genre de production, rares sont les surprises, mais nous avons droit à de nombreuses scènes sublimes et un final si fort. Paintball, un concept qu'aurait pu sortir Blumhouse, une partie de paintball qui tourne slasher survival. En soi, ce n'est pas mauvais, c'est plutôt bien rythmé avec un travail des couleurs grisâtres et de l'idée dans les mises à mort, notamment avec celle en première personne et le filtre négatif. Les personnages sont des clichés, pas très intéressants, mais on rentre quand même dans le film et le twist est assez surprenant. Le point que je trouve un peu dommage, c'est que pour un film qui s'appelle Paintball, ça aurait dû être coloré. Comme ça, avec l'imagerie pâle du film, il y aurait eu un joli contraste. Un film pas désagréable, mais loin d'être marquant. Dirty Papi, c'est moi ou ce genre de comédie, les dérivés d'American Pie, Project X ou Very Bad Trip, ça a totalement disparu de nos salles de cinéma. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'on n'a pas eu une bonne comédie US en salle et même tout court. Dirty Papi, c'est trash décomplexé avec un super duo qui s'éclate. Accompagné de plein de second rôles portés par un super casting, on passe un bon moment devant le film, même s'il faut l'avouer, ça ne raconte rien, c'est juste une avalanche de blagues, mais ça fonctionne bien de ce côté-là. Battle Dogs, si je devais décrire ce film, je dirais qu'on est sur le meilleur du pire de ceux que peut proposer le studio The Asylum. Des films Asylum, j'en dévore et j'en redemande, même si je regrette souvent mon visionnage. Là, après plusieurs mois de visionnage de films ennuyeux, je me suis enfin régalé. Bon, tout est relatif, ça reste complètement nanardesque. C'est un film de loup-garou risible. Comme toujours, quand je parle d'un film de ce studio, on va énumérer certaines choses que j'ai relevées qui sont complètement absurdes. C'est n'importe quoi pendant 1h20. Et ce qui semble fou, c'est qu'il y a quand même de vrais points positifs. J'ai pas trouvé le budget du film, mais il y a quand même un sacré casting. Craig Sheffer, Oncle Kiss, dans Les Frères Scott, Dennis Haysbert, Bill Duke, Ernie Hudson. Même s'ils sont moches, j'aime bien l'aspect des loups, et ils ont aussi mis le paquet sur les effets gore. À un moment à l'aéroport, il y a des loups partout, une porte se ferme totalement gratuitement sur un gars qui se coince dedans, et il y a du sang qui jaillit, ça n'a aucun sens. Et là par contre, vraie question, est-ce qu'une arme qui tire des fléchettes anesthésiantes, ça fait de la fumée ? Parce que dans le film c'est le cas, mais ça me paraît bizarre. C'est un film bien bébête, mais devant lequel j'ai passé un très bon moment. The Requin, l'affiche ne donne pas du tout envie de se plonger dans ce film. On pourrait croire que c'est un film de requin classique avec un animal en CGI raté. C'est un survival soporifique avec un requin inexistant. Pendant la très longue 1h20 de visionnage, on suit des gens essayer de survivre sans tension, sans développement et sans attachement envers eux. Donc peu importe ce qu'il peut leur arriver. Pas un très bon moment, un film totalement oubliable et même dispensable. The Tunnel, le point faible des Norvégiens, c'est qu'ils sont trop forts. Un cinéma reconnaissable entre mille de par les paysages, la mise en scène, le développement de personnages et bien évidemment dans ses intrigues. Que ce soit dans l'horreur, le thriller ou les films catastrophes, j'ai toujours plus accroché avec leur production. The Tunnel, c'est un film catastrophe, saisissant. J'aime le schéma de ces films quand on découvre les personnages qu'on va suivre. Que petit à petit, les enjeux commencent à se mettre en place pour nous plonger dans un stress total. Porté par un casting investi et convaincant, ce film s'inspire des réels drames qu'il a pu y avoir dans les tunnels, que ce soit en Norvège ou partout dans le monde. Tension, suspense et réalisme sont les maîtres mots de cette pépite du cinéma des TV. Hell House LLC, décevant. J'avais eu des bons échos sur ce film et cette saga, donc je me suis laissé tenter et finalement c'était mauvais. Un héritier du projet Blair Witch et de Cannibal Holocaust totalement insignifiant. L'idée du faux documentaire c'est toujours intéressant. Mais là c'est 1 heure de blabla entre copains pour 20 minutes de pseudo-frissons qui ne fonctionnent jamais. C'est mou sans aucune ambiance quelconque. J'espère que les suites seront meilleures, mais je pense que ce sera pas difficile. Nosferatu, un véritable chef-d'œuvre. Bon, l'Académie des Oscars, il va falloir qu'on parle. Est-ce que vous arrivez à vous regarder dans un miroir en vous disant que Nicolas Hoult n'est pas nommé dans la catégorie meilleur acteur, que ce soit pour Juré numéro 2 ni pour Nosferatu?
Parce que pour moi, il aurait vraiment mérité une nomination car en 2024, il a été tout simplement magistral. Je m'attendais absolument à rien venant de ce film et j'ai pris une grosse claque. Robert Eggers a une patte reconnaissable entre mille. La mise en scène est exemplaire, visuellement c'est d'une beauté sans nom. Un aspect noir et blanc avec des décors gothiques qui nous plongent dans une ambiance unique pour une expérience en salle mémorable. Niveau casting, je l'ai dit au début, mais Nicolas Hoult est excellent. Le prochain qui me dit que Lily Rose Depp joue mal ne sera désormais plus crédible car elle donne tout. Et Aaron Taylor-Johnson, plus le temps passe, plus je trouve que ce n'est finalement pas un bon acteur. Il joue mieux que dans Craven, mais je trouve que c'est toujours pas ça. Il est trop inégal. Si j'avais vu ce film en 2024, il aurait fait partie de mon top de fin d'année. Et pour finir, côté série, Falcon et le Soldat de l'Hiver, les séries Marvel sont à mon sens trop inégales. Quand elles sont bien, et quand elles sont mauvaises, elles sont très mauvaises. À l'approche du nouveau film Captain America, je me devais de rattraper cette série. J'ai passé un bon moment devant les 6 épisodes, ça se regarde très facilement. Retrouver Sam et Bucky dans cette aventure, c'était cool. Il y a des enjeux personnels des deux côtés des personnages, qu'ils soient familiaux ou moraux, ainsi qu'un propos ethnique bien traité. J'ai toujours trouvé que Falcon était un personnage sous-estimé dans le MCU, car il était toujours au second plan comme d'autres. Et le fait qu'il devienne central, c'est cool. Et en plus de ça, j'aime beaucoup Anthony Mackie et aussi Sebastian Stan, qui forment un très bon duo à l'écran avec un côté buddy movie, série en l'occurrence. C'est cool de voir Erin Kellyman, ailleurs que dans l'infâme série Willow, dans le rôle de Carly, car elle s'en sort très bien. Une très bonne série que je suis content d'avoir vue. Les enfants sont rois. Cette série française est vraiment excellente. Un thriller haletant qui durant 6 épisodes nous emporte sans nous faire décrocher jusqu'au final. Abordant le thème des enfants influenceurs, c'est une série qui cherche avant tout à dénoncer cette pratique, sauf que cet aspect-là du scénario est assez maladroit. On a presque l'impression qu'il donne raison à l'antagoniste. Il répète que ce genre de contenu est problématique et que c'est naze, ce qui est le cas dans la plupart des profils. Mais si on devait supprimer tous les contenus et pratiques d'internet qui ne vont pas, il faudrait supprimer internet tout court. Ce qui fait la force de la série, c'est son casting. Géraldine Nakache est magistrale, Doria Tilly est excellente et Oussama Kedam semble avoir eu un rôle sur mesure. La réalisation des épisodes est excellente avec de l'idée. Une fois un épisode fini, on veut voir la suite et au final on binge-watch le tout. La tension et le suspense sont maintenus et le final est dramatique. Une série à voir. C'est tout pour ce mois de janvier, n'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube. Ah, 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 ah.